Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour et merci d'être à l'écoute. Je suis en compagnie aujourd'hui d'un auteur qui est à la fois ostéopathe, kinésiologue, professeur en ostéopathie et coureur depuis 30 ans. Jean-François Harvey, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Écoute, Jean-François, en 2020, tu as publié le livre qui s'appelle « Courir mieux, volume 2 ». On sait depuis plusieurs années qu'il y a un engouement qui ne se dément pas autour de la course à pied. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés. Après le tome 1 et tout ce qui a été fait autour de la course à pied, qu'est-ce qui restait à dire à ce sujet-là? Pas grand-chose. Donc, j'ai essayé de remplir des pages. Non. Il restait beaucoup de choses à dire encore. Courir mieux est sorti en 2013. Puis à ce moment-là, moi, je voulais surtout aborder des questions qui étaient d'actualité à l'époque, qui le sont encore présentement aussi. Là, les blessures, les gens se blessent encore, mais... Donc, je parlais des blessures. À ce moment-là, on parlait beaucoup des chaussures minimalistes. Il y avait beaucoup de il y a questions. Comme un gros débat autour du type de souliers. Oui. L'appui du pied, là, tout à coup, il ne fallait plus appuyer sur le talon. C'était rendu démonisé. Il y avait plein de nouvelles questions à l'époque. Hein? Et donc, le livre servait à éclairer les coureurs là-dessus. Puis bien sûr, j'ai mis des programmes d'entraînement aussi. Ça, on en trouve dans un paquet de livres, mais... Ouais. Bon, en discutant avec mon éditeur, les Éditions de l'Homme, on voulait que ça soit quand même un livre complet de référence. En même temps, après, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de sujets que je n'avais pas abordés, des sujets peut-être plus spécifiques, mais par exemple la course pour les femmes, la course pour les enfants, la course en vieillissant, la course en sentier, l'aspect mental. Puis, en plus, ça a évolué. Donc, il y a des choses qui sont apparues sur le marché. L'entraînement avec des capteurs de puissance, ça n'existait pas. Donc, toute la technologie qui s'est ajoutée, là. Oui, ça évolue. Alors là, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment matière à faire un tome 2. Puis, c'est le résultat. Mais écoute, je t'amène tout de suite, tu viens d'en parler, on va parler tout de suite du chapitre dont tu traites beaucoup à ce moment-là du cerveau, de l'impact sur le mental, de l'entraînement. Et je vais déjà dire à tout le monde ici une petite citation qu'il y a dans ton livre. Tu dis « La course diminue aussi l'activité de veille du cerveau, ce qui atténue les turbulences mentales, le monologue interne et les idées négatives. » J'aimerais t'entendre sur le sujet un peu. Oui, en fait, les études en neurosciences ont explosé ces dernières années. Les derniers 5 ans, c'est assez spectaculaire. Et entre autres, les études aussi faites sur les effets du sport. Et donc, là-dedans, il y a beaucoup d'études sur la course à pied. Okay. Est-ce que la course a un effet différent des autres sports sur le cerveau? En fait, on parle toujours du runner's high et puis les coureurs, ils se pètent les bretelles un peu avec nous, on a le runner's high, mais dans tous les sports, il y a un high. C'est l'espèce d'euphorie, dans le fond. Là. Il y a le cycler's high, il y a l'euphorie du cycliste aussi, il y a l'euphorie de l'avironneur ou du kayakiste. C'est pas juste la course à pied qui amène ça quand même, là, faut pas exagérer. Mais là, on s'est rendu compte que le mouvement avait des effets incroyables sur le cerveau. Et quand on parle de ça, la majorité des coureurs ou des gens qui font du sport associent ça aux fameuses endorphines. Hein? Là, tout le monde connaît maintenant les endorphines. C'est ce qu'on pense toujours, que c'est le boost d'endorphines qui vient d'arriver au kilomètre 3,25. Là. Oui. Puis, en passant, c'est rare que ça arrive juste après 3,25 km, le boost d'endorphines. Parce que c'est des opiacés qu'on sécrète nous-mêmes, c'est de la morphine. Et puis ça, il faut avoir un peu mal pour que notre corps sécrète la morphine. C'est pas en allant faire son petit jogging du matin, relax, qu'après 2 minutes, on va sécréter des endorphines. Mais au-delà des endorphines, qui ont quand même un effet assez élevé, il y a aussi un paquet d'endocannabinoïdes qui sont comme du cannabis. Donc, même effet un peu? Non, les endorphines, c'est pour calmer la douleur, c'est pour nous soulager.
Mais les endocannabinoïdes, c'est pour nous calmer, nous relaxer. Ça fait que cet effet-là, où à un moment donné, on se sent un peu à la fois plus de douleur. C'est comme si on avait des antidouleurs en même temps qu'une bonne petite dose de CBD en courant. Et là, on ajoute à ça de la sérotonine, dopamine, où là, on est vraiment dans les hormones du plaisir, de la récompense, du bien-être. Puis là, en plus, on ajoute à ça le fait que le cerveau va calmer des zones qui habituellement sont turbulentes. Et là, tout à coup, on peut atteindre cet effet-là, cet état-là de bien-être qu'on n'atteint pas toujours. Non, c'est sûr. Mais une fois qu'on l'a atteint, on le recherche encore, là. Écoute, moi, j'appelle ça tuer le hamster. C'est un peu le concept que j'utilise dans ma tête. Quand on court, souvent, on a beaucoup d'idées qui nous passent par la tête où on commence à courir, puis là, on pense à tous les problèmes dans notre vie personnelle, à tous les problèmes au travail. Et à un certain moment, dans la course, si on court assez longtemps, tout ça arrête. C'est un peu ça l'effet sur le mental. Oui, c'est un des effets qui sont observés. Par exemple, après avoir couru, il y a des tests qui ont été faits cognitifs. Et puis, ça augmente notre capacité d'attention, notre concentration et ça augmente notre capacité à résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'il y a un paquet de gens qui vont, à un moment donné, être tout mélangés, stressés. Ils s'en vont courir sur l'heure du midi et là, pouf, 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 les idées viennent et voilà, ils ont réglé leur problème. C'est vraiment des effets physiques de l'entraînement qui font ça. C'est des effets physiques qui ont des effets sur le mental. Puis une des choses que je voulais amener dans le livre, puis je commence le chapitre sur le mental comme ça, c'est qu'il faut arrêter de séparer le mental du physique. On le fait encore beaucoup. Et là, ben, ça va ensemble, ça. Donc, autant le physique peut avoir des effets positifs sur le mental, autant le mental peut avoir des effets positifs sur le physique et on a une belle boucle entre les deux. Excellent. Donc, tu es en train de me dire que courir, c'est bon pour la santé mentale. Bien, c'est certainement bon pour la santé mentale. Puis on s'en rend compte avec cette pandémie-là, le nombre de personnes qui courent ou qui font d'autres choses. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire à part de courir, là. Non, c'est ça. J'avais d'ailleurs des notes par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as constaté qu'il y avait une augmentation du nombre de coureurs avec la pandémie, la fermeture des gyms? Oui. Est-ce que c'est juste moi qui ai remarqué qu'il y avait plus de coureurs? Non, c'est pas juste toi puis c'est pas juste moi non plus. Il y a un paquet de gens qui ont remarqué ça. Au début, moi, je me posais la question, est-ce que c'est parce qu'il ne se passe rien qu'on voit plus les coureurs? J'avoue. Mais effectivement, là, il y a une couple d'études qui sont ressorties et effectivement, il y a une augmentation du nombre de coureurs dans plusieurs pays. Paradoxalement, il y a quand même globalement une diminution de l'activité physique avec cette pandémie-là. Alors oui, il y a plus de coureurs, mais c'est une chance que la course à pied, parce que globalement, les gens sont en train de dépérir au niveau de leur santé physique et mentale. Donc, vive la course là, pour ça. Donc, on peut penser qu'il y a plusieurs personnes qui ont débuté la course à pied avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé, pour se calmer et pour rester en forme. Courir mieux, volume 2, s'adresse, je pense, un peu plus à des coureurs qui sont déjà en place, contrairement à ton premier. Bon, il y a un petit bémol peut-être à mettre là, ça peut s'adresser aux deux aussi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui débute en course à pied, qui voit l'hiver arriver et qui a donc bien peur d'aller courir dehors l'hiver? Premièrement, ça se fait très bien, courir l'hiver. Hein? C'est même, ça procure beaucoup de plaisir. La lumière, l'hiver est génial avec le reflet sur la neige. L'air est frais. On a l'impression, en plus, quand on court l'hiver, d'être un vrai coureur. Là, on croise un autre coureur, puis on y fait « salut ». Là. On ne se fait pas ça durant l'été. Oui, c'est vrai qu'à des températures froides, là, disons en bas de -20, effectivement, ça peut être un peu difficile pour la respiration, mais il suffit d'avoir un petit cache-cou, un petit truc qui vient réchauffer l'air un peu, puis habituellement, ça fonctionne, à moins d'avoir des problèmes respiratoires importants. Puis oui, la surface est un peu plus glissante, mais en modifiant un peu notre technique, des plus petites foulées, ça se fait très bien. Hein? Les gens ont vraiment peur de l'hiver. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent à courir l'hiver et se demandent pourquoi ils ne le faisaient pas avant. C'est ça. Souvent, il y en a plusieurs qui décident de s'en aller sur un tapis aussi en hiver, ce qui amène d'autres problématiques. Là. Oui. Bien, tapis roulant, ce qui arrive, ça peut convenir à certaines personnes. Hein? Tant mieux. Mais bon, on ne s'en va pas prendre l'air, on n'a pas de la lumière de l'extérieur. Puis c'est pas tout à fait la même biomécanique. Justement, j'ai un petit volet sur le tapis roulant. Une petite section là-dessus où tu mentionnes que la propulsion n'est pas la même pour le corps à ce moment-là. Les muscles ne travaillent pas de la même manière non plus. Exactement, oui. Donc, quelqu'un qui a fait du tapis roulant tout l'hiver, au printemps, des fois, il fait un peu le saut.
Oui, j'avoue. Hein. Ouais. Là, je t'amène sur un autre terrain qui moi, m'a semblé complètement intéressant. C'est que tu parles du fait de gérer la course comme une femme le fait. On parle souvent du split négatif en course à pied, donc de courir la deuxième portion de notre compétition de course plus rapidement que la première. Et semble-t-il que les femmes y arrivent plus facilement que les hommes. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ah, ça, effectivement, ça a été trouvé, ça, par des chercheurs qui ont fait des analyses statistiques. Et effectivement, les femmes ralentissent moins en deuxième partie de course que les hommes. Ce qui a été trouvé, par contre, c'est que les femmes ralentissent quand même, mais il y a une plus grande proportion des femmes qui arrivent à avoir un split négatif. Donc, et c'est ce qu'on veut habituellement pour faire une bonne performance. Maintenant, pour ce qui est de l'explication, jusqu'à maintenant, c'est plus des hypothèses. Une des hypothèses qui ressort, et j'en parle dans le livre, c'est la sécrétion de testostérone qui est beaucoup plus grande chez l'homme. Puis on sait que plus la sécrétion de testostérone est élevée, plus habituellement on va avoir un tempérament fonceur ou on va avoir même une surestimation de notre capacité. Et à ce moment-là, on part trop vite. Et on s'épuise. Ben oui, comme on dit en course, on casse. On frappe son mur. Et les femmes vont avoir une approche habituellement plus conservatrice, plus intelligente carrément, là, si on veut avoir un meilleur temps. Et donc, les hommes, on a à apprendre un peu de ça. Là. Donc, il faut s'en garder un peu en réserve. Mais pas tout donné au départ, oui. Non, puis même les femmes qui ont des plus hauts taux de testostérone, relativement à la majorité des femmes, ça va quand même être très bas par rapport aux hommes qui ont même un bas taux de testostérone. Donc, ça, c'est une hypothèse. Après ça, il y a sûrement d'autres choses, c'est sûr, mais pour le moment, c'est le point qui est intéressant, qui a été remarqué dans même plein d'études psychocomportementales là, par rapport à d'autres éléments dans notre vie. On se surestime. On pense qu'on va avoir plus d'énergie plus le temps passe, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Oui. On a une question ici qui nous arrive, puis on parlait un peu de distance tout à l'heure, toi et moi, avant l'entrevue, à savoir les distances que les gens veulent faire en course à pied. Souvent, l'objectif ultime est le marathon. On a quelqu'un qui nous demande ici, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de courir un marathon? Est-ce que n'importe qui peut y arriver physiquement parlant, mentalement parlant? La réponse, c'est non. Il y a des personnes qui sont plus limitées, qui ont des limites physiques, qui ont un surplus de poids important, qui font, par exemple, du diabète. Il y a des problèmes de santé qui peuvent nous empêcher de faire ça. Maintenant, si on prend quelqu'un qui a une santé disons, normale, où il n'y a rien de majeur, la grande majorité de ces personnes-là peuvent arriver à faire un marathon. Maintenant, là, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à faire un marathon? À quel absolument. prix? À quel prix? Parce que c'est pas juste de faire un marathon, c'est de faire l'entraînement qui va avec le marathon, de placer ça dans notre vie personnelle, de couple, de famille et de travail et tout ça. Est-ce que ça peut rentrer de façon équilibrée dans cette vie-là? Et il y a à peu près juste en course à pied que cette obsession-là du marathon, parce que quand on regarde, par exemple, en patinage de vitesse, la championne du monde de 500 mètres, on va en parler autant que le champion du monde de 5000 mètres, là, où c'est une distance comme une autre. Mais c'est un peu la même chose en course à pied. Je veux dire, il y a très peu de gens qui peuvent nous dire qui est le marathonien le plus rapide, mais la majorité des gens vont savoir qui a fait le 100 mètres le plus rapide aux Olympiques. Oui, le 100 mètres, c'est particulier. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça la distance reine, là, l'épreuve reine des Jeux olympiques. C'est spectaculaire. Là, Usain Bolt, il fait son show, puis ça dure juste 10 secondes, puis il y a un gros suspense. Puis en plus, pas long à écouter. De ce temps-ci, on n'a pas une grande attention. Donc, regarder un sprint 100 mètres, ça se place mieux que de regarder tout un marathon pendant 2 heures et quelques. Mais il reste que les gens, quand même, quand ils connaissent quelqu'un qui court, souvent, la première question qu'ils vont avoir tendance à poser, c'est « Ah, tu fais des marathons. T'as-tu fait des marathons? » Puis, oui, c'est toujours ça. Non, je fais des 5 km, demander. des 10 km. Bon, mais quand est-ce que tu vas faire un marathon? Il y a des attentes par rapport à ça. Puis un marathon, les coureurs élites vont faire ça en 2 heures, 2 heures et demie, mais la majorité des gens vont faire ça en haut de 4 heures. Ça commence à être du temps, ça, pour courir. Puis il faut se rappeler aussi que la distance du marathon, c'est une distance très arbitraire qui a été décidée à un moment donné
aux Jeux olympiques de Londres. Et ils ont mis ça à 42,195 km. Puis, au début, c'était pour célébrer Philippides et tout ça. On ne rentrera pas dans toute l'histoire, mais c'est une distance comme ça qu'ils avaient mis aux Jeux olympiques. Mais finalement, il n'y a pas d'étude après ça qui ressort et qui dit pour être en santé, il faut faire un marathon. Pas ça du tout. Non, là. pas du tout. Ouais. Non. OK, écoute, on a une autre question ici de Sarah Ranger qui est très intéressante. Est-ce que c'est vrai qu'à force de courir, on développe une faiblesse au niveau des tendons? Non. Non, on ne développe pas une faiblesse. Encore là, c'est une question de dosage. La course à pied, de par son activité de rebond, c'est du rebond, la course à pied, va travailler l'élasticité et le spring, le ressort dans ces tendons-là. Entre autres, le fameux tendon d'Achille. Qui est derrière le pied. Là. Oui. Donc, si on court, non seulement ça ne va pas développer une faiblesse, mais le tendon va même s'adapter au mouvement et va devenir plus résistant, plus élastique, va être capable d'accumuler plus d'énergie et de restituer plus d'énergie. Il va y avoir une meilleure vascularisation, il va y avoir une meilleure santé du tendon. Alors, à savoir, entre un coureur et une personne qui serait sédentaire, ben moi, je m'inquiéterais beaucoup plus de la personne sédentaire qui ne bouge pas puis qui passe sa vie assise devant un ordinateur pour ses tendons. Là, c'est une question de dosage. Si la personne se surentraîne et que sa récupération n'est pas suffisante et qu'elle augmente son entraînement trop rapidement, effectivement, on peut se blesser. Mais ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse du tendon. C'est une question d'entraînement mal géré. Une possibilité de blessure plus grande si on s'entraîne trop, si on augmente trop rapidement son volume de course, si on va trop vite par rapport à où on est rendu, nous. Oui, et je dirais même, c'est même pas juste au niveau des tendons, au niveau des genoux. Il y a plein d'études qui démontrent que les coureurs ont des genoux plus en santé que les personnes sédentaires. Oui, c'est un très gros mythe de dire que les coureurs ont des problèmes de genoux. C'est un autre mythe. Les disques intervertébraux, il y a 2 études australiennes qui ont montré que les coureurs ont des disques plus en santé, plus épais, mieux hydratés et avec une meilleure résistance que les non-coureurs. Donc, faut s'enlever de la tête que de bouger, ça va nous user, ça va nous affaiblir. Non, on est fait pour bouger. Et la pire affaire, c'est de ne pas bouger. C'est de rester assis. Ben oui, mais bien dosé. Tu parles aussi dans ton livre, tu fais comme une comparaison entre la course à pied, l'entraînement, dans le fond, et la vie de couple. Et là, tu nous amènes sur le terrain de la routine. Mais oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi la routine en course à pied? Ah, ben en fait, c'est ça. C'est que c'est un peu pour rire. La comparaison, qu'à un moment donné, ça vient routinier, puis ouais, donc... La passion s'effrite. Oui. Bon, je sais pas si je suis le seul à qui ça fait ça. Mais... c'est pour ça que ça s'appelle Confidence. C'est pour ça que ça s'appelle Confidence. Voilà. Oui, en passant, c'est ça. Je me demandais pourquoi ça s'appelait Confidence. Puis j'ai vu que ça s'appelait Confidence juste hier. Alors là, il y a des personnes qui s'attendaient à ce que je sorte des grosses confidences aujourd'hui. Donc, on parle de vie de couple maintenant. Donc je vais vous parler de ma vie de couple. Alors, où est-ce qu'il faut que je regarde la caméra? Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, on atteint un état de plateau si on fait toujours la même chose. Donc, la personne qui court 4 fois par semaine, 30 minutes à la même intensité, va atteindre un état de plateau. Puis, c'est pas juste une question de performance, c'est que ça peut devenir aussi vraiment fatigant mentalement de toujours faire la même affaire. Donc là, l'idée, c'est d'amener de la nouveauté. Et là, quand on amène de la nouveauté, peu importe la nouveauté, c'est même pas le type de nouveauté qui compte. C'est peu importe la nouveauté, le corps va s'adapter de nouveau et habituellement, on arrive à progresser. On peut augmenter notre performance, mais en plus, on peut aller chercher un peu plus de plaisir là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se nourrir un peu, soit de livres comme ça ou d'autres informations, pour sortir un petit peu de notre zone de confort aussi. Mais là, à ce moment-là, on parle de je sais pas moi, de changer son tracé. On prend pas la même route que d'habitude pour courir. On y va pas à la même heure. Oui, puis la routine, ça peut être bien aussi. Moi, je fais souvent mon même parcours de sentier, puis je l'adore, je le connais par cœur, puis je mets ma musique et je sais exactement où est-ce que je suis rendu avec telle musique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la routine, mais ça peut être, par exemple, si on n'a jamais fait d'intervalle de sa vie, aller explorer de ce côté-là. Si on n'a jamais allongé les sorties, ça va être d'aller explorer ça. Si on n'a jamais fait de course de sentier parce qu'on a peur de se faire une entorse de cheville, c'est d'aller explorer les sentiers, puis peut-être qu'on va découvrir quelque chose qui peut nous amener
avoir même plus de plaisir. C'est ça, tu en parles quand même beaucoup de la course en sentier dans ton livre, là. On sent que toi, c'est quelque chose qui te passionne. Mais te passionne. C'est quelque chose que tu aimes faire. Ah, ça me passionne. Oui, ça te passionne? Oui. Ben, c'est la course de sentier. Moi, j'ai commencé à courir comme ça. Hein. C'était dans le temps, quand il y a 35 ans à peu près, on appelait ça du cross-country. Moi, j'allais faire du cross-country avec mon père dans les sentiers. Là, ça s'appelle de la course de sentier, du trail. Mais il reste que courir dans le bois, c'est tellement plus naturel. Il y a tellement d'avantages. Je suis conscient qu'il y a des gens, ça ne convient pas dans leur routine. Ils n'ont pas des sentiers proches. Mais si vous avez la chance, ben oui, allez courir dans les sentiers. On est vraiment en retard par rapport à l'Europe là-dessus. En Europe, c'est la folie de la course de sentier, trail, qui disent là-bas. Mais il y a toute cette notion-là de plaisir d'être dans la nature aussi. Et puis, ça amène un petit plus à l'entraînement. Ça amène un bon plus. Puis je connais un paquet de gens qui ont découvert la course de sentier finalement. Puis là, ils disent, ben là, voyons comment ça se fait que j'y allais pas avant. Le temps passe plus vite. C'est plus varié. On fait plus de dénivelé aussi. On est concentré à danser sur les roches dans un passage plutôt que de taper le bitume pas après pas sur la route inclinée avec les autos qui passent. J'avoue. Hein. Tu nous parlais que tu as commencé à courir entre elles quand tu étais vraiment plus jeune avec ton père. On a Julie Bouliane qui nous demande à quel âge les enfants peuvent se mettre à la course à pied. Bien, ils peuvent se mettre à la course à pied jeunes. Il n'y a pas d'âge précis. Si ça convient à l'enfant dans son développement qu'on dit neuromoteur, hein, l'enfant va développer des habiletés physiques. Il peut très bien commencer à courir, mais il faut que ça demeure associé au plaisir et au jeu. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans à peu près, il faut que le mot-clé, ça soit le jeu. Si un enfant au primaire, parce que là, j'ai vu ça apparaître là, dernièrement, des gens qui font des programmes d'entraînement structurés pour des jeunes au primaire. Si on se fie sur la littérature scientifique, non, ça ne fonctionne pas. Sinon, on risque de les... pardonnez-moi le mot, mais de les écœurer assez vite. Parce que c'est trop intense pour eux. Oui, puis aussi trop structuré, rigide. Tel jour, le mardi, il faut faire des intervalles. Tandis que si on prend le même jeune, puis on le fait jouer au soccer avec ses amis, puis qu'il y a du plaisir, qu'il y a de la socialisation, bien là, on va développer un peu les mêmes capacités physiques, mais tout en étant dans le jeu. Alors, un jeune peut très bien commencer même à 5 ans, 6 ans, 10 ans. S'il court un petit peu avec ses parents, par exemple, ça se fait très bien. Moi, ma fille qui a 3 ans, cette semaine, on est allé prendre une marche avant le souper, puis là, elle courait. Puis là, elle m'a dit, « Papa, je suis une coureuse. » Bon, à 3 ans. Bon, puis elle m'a dit, « Papa est un coureur. » Ben, très, très bien. Oui, à 3 ans. Mais bon, je la pousse pas. Elle courait parce que ça y tentait, puis on jouait. Fait que de vraiment passer par le jeu quand on parle des enfants à ce moment-là. Oui. OK. On a une question aussi d'Émilie Levasseur qui demande comment doser la douleur versus la souffrance. Quelles sont les limites à ne pas dépasser en entraînement, en course, en compétition? Bien, il faut faire la différence entre aussi douleur, courbature et inconfort. Douleur, normalement, c'est qu'il y a un problème physique qui amène des signaux de douleur qui sont utiles, qui nous disent qu'il se passe quelque chose. Ça peut être pendant, mais des fois, on se fait déjouer en courant, ça peut être après. Il y a des blessures qui, par exemple, un fascia plantaire sous le pied ou un tendon d'Achille, la personne va le sentir un peu au début de la course, après ça va, puis après ça, le lendemain matin, là, elle a mal, là, elle a de la douleur. Difficulté à poser le pied au sol et tout ça, oui. Alors, là, on se fait déjouer souvent. Après ça, bien, il y a des inconforts où ça, c'est les petits signaux qu'on reçoit, une petite tension dans la bandelette sur le côté. Ça, c'est correct normalement. Là. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Le corps n'est pas en train de nous informer qu'il y a des tissus qui sont lésés. C'est juste, il y a des petits tissus qui crient un peu. Ça arrive souvent à la course. Puis, après ça, il y a les courbatures. Les courbatures, ça, c'est suite à un travail musculaire important. On est ce qu'on appelle raqué. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, c'est ça, c'est normal. Puis la plupart du temps, c'est plus quand on commence à courir qu'on a ces courbatures-là. Mais pour ce qui est de la douleur en tant que telle, il faut l'écouter, premièrement. Il faut savoir comment l'interpréter. Et les gens, c'est difficile d'interpréter ça souvent. Est-ce que j'arrête de courir? Est-ce que je continue? Alors là, dans le doute, on s'en va voir un thérapeute et on vérifie si notre douleur est reliée à un problème physique réel. Et après ça, bien, normalement, on va se fier sur un seuil de douleur. Habituellement, on parle de 3 ou 4 sur 10 qu'on ne veut pas dépasser et on ne veut pas que ça dépasse non plus après la course.
Fait que je résumerais ça comme ça. On pourrait en parler longtemps de cet aspect-là. Dans le fond, on est mieux de consulter quand on n'est pas sûr si on a une problématique ou pas, pour ne pas empirer la chose en continuant à s'entraîner. Oui. On a Irma qui nous demande aussi quels sont les bons côtés et les mauvais côtés de la course à jeun. Tu en parles d'ailleurs dans Courir mieux. Oui, ben là, il y a un petit peu une mode là-dessus, là, avec les jeûnes intermittents puis la course à jeun. Il y a des études qui sont sorties là-dessus. Il y a des intérêts, effectivement, mais je dirais que c'est quand même pas pour tout le monde. Mais les côtés positifs jusqu'à maintenant qui sont ressortis dans les études, c'est le fait que quand on s'en va courir à jeun, on ne va pas remplir notre stock de glycogène, qui est finalement l'énergie qu'on s'en va chercher habituellement, et on va aller chercher plus notre filière énergétique de gras. Et donc, ça nous permet d'aller chercher ça. Et l'autre chose, c'est que souvent, il y a des gens qui vont déjeuner, puis après ça, même s'ils vont courir 1h30 après, ils ont quand même certains inconforts gastriques. Ils n'ont pas fini de digérer, c'est pas assez... Donc, on évite ça, ça va. Si on ne court pas trop longtemps, il n'y a aucun problème à courir à jeun pour la majorité des gens. OK. On a une autre question de Yann Murphy qui demande « Est-ce que les capteurs de puissance sont une mode passagère ou ils dureront dans le temps selon vous? » J'avoue que moi, je ne connais pas trop les capteurs de puissance. De quoi on parle exactement? Oui, alors c'est des capteurs qui mesurent notre puissance, qui est développée dans la course à pied et ça se mesure en watts. J'en parle dans Courir mieux 2. C'est nouveau, c'est pas très connu. J'ai même mis des programmes à faire en se basant sur notre puissance. Et ça, moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que c'est plus précis que la fréquence cardiaque ou l'allure. Parce que peu importe le dénivelé, peu importe le vent, peu importe notre état de fatigue, ça demeure des watts qu'on développe. Et les cyclistes connaissent très bien ça. Est-ce que c'est un peu comme le VO2 max ou ça n'a pas du tout de lien, là? Non, c'est vraiment, ça mesure la quantité de travail qu'on va faire dans un certain temps. Donc, c'est des watts. Et ça, en fait, je pense que c'est là pour rester. Et c'est pas encore très connu. D'après moi, ça va devenir de plus en plus connu. Et c'est pour ça que j'ai mis des programmes en me disant que je pensais que j'étais un petit peu en avance là, sur où on est rendu comme coureur. D'après moi, les gens vont plus utiliser mes programmes même dans 1 an, 2 ans. Et t'es un visionnaire, finalement, dans ce cas-là. Tellement. mais c'est... oui, je pense que c'est là pour rester. OK, c'est pas nécessairement pour tout le monde, quand même. OK. À voir si ça vous convient à chaque personne. Tu parles aussi, dans ton livre « Courir mieux 2 », des entraînements croisés. Tu mets même des programmes pour faire les entraînements croisés. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire par entraînement croisé? Bien, c'est tout ce qui développe la capacité aérobique qu'on développe en course à pied, qui développe d'autres paramètres aussi, mais de façon croisée. Donc, par exemple, du vélo, du ski de fond, de la natation. Quelqu'un, par exemple, qui a un souci au tendon d'Achille pendant un bout de temps à cause de la course à pied, peut très bien remplacer des entraînements avec l'entraînement croisé. Donc, c'est ça l'entraînement croisé, en anglais le cross-training. Ce que je trouvais, c'est qu'on parle toujours de l'entraînement croisé depuis plusieurs années, mais il n'y avait pas de programme qui mélangeait tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des programmes d'entraînement croisé. J'ai pris le vélo avec la course à pied, qui est le sport qui est le plus classique, croisé. Ouais. C'est peut-être le plus facile aussi. Oui. Pas mal, pour plusieurs personnes. Parce que sinon, les gens, il y avait juste des programmes de triathlon ou des programmes de duathlon. Mais là, dans le fond, c'est des programmes qui sont axés sur la course à pied, mais en ajoutant de l'entraînement croisé. Donc, ça peut nous permettre d'éviter les blessures, d'augmenter nos capacités? Ça vient varier les stress mécaniques. Donc, ça, c'est une bonne idée. Puis, il y a des études qui ont montré que si... Par exemple, on ajoute soit des entraînements de course à pied supplémentaires versus des entraînements croisés, disons 3 fois par semaine vélo versus 3 fois par semaine course qu'on ajoute à nos 3 fois par semaine. On a les mêmes résultats au niveau de l'augmentation de performance en course à pied avec les entraînements croisés. Donc en courant moins, mais en continuant à s'entraîner, on peut avoir les mêmes résultats. On court moins, puis exactement. Et on peut aussi prévenir certaines blessures, là. Excellent. Mais merci beaucoup, Jean-François. On pourrait en parler très longtemps. Étant moi-même coureuse, j'ai trouvé ce livre-là vraiment exceptionnel. Je te dirais, tu abordes des thématiques qu'on ne voit pas dans les autres. J'ai vraiment apprécié beaucoup ton livre. Bon, ça fait plaisir. Ça passe toujours très vite, comme toujours. J'aimerais juste dire que Courir mieux 2, là, ça fait du bien d'avoir un événement comme ça, même virtuel. Parce que, comme plein d'auteurs, justement, qui sont sûrement passés à Confidence, on n'a pas eu énormément de commentaires, beaucoup moins de feedback des lecteurs. Donc là, ça fait du bien déjà d'avoir tes feedbacks.
Et, on invite tout le monde à t'envoyer leur feedback aussi à la lecture du livre. Ça me manque cruellement. S'il vous plaît, des feedbacks. Oui. Ça fait toujours plaisir. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Écrivez à Jean-François Harvey pour donner vos commentaires sur son livre « Courir mieux 2 ».